bientôt au prochain atelier. Bien, de nouveau, donc Denis Lebrun, Wandora France. Voilà, je vous propose de démarrer ce WebEx, on peut le rappeler, qui va être dédié à connaître et découvrir les évolutions, les nouveautés d'Historian Server et Historian Client en version donc 2012 R2. Alors, premier point d'arrêt, donc, cette version 2012 R2 supporte précisément les éditions 64 bits des environnements SQL Server. Donc ça peut être, comme vous le voyez au travers du slide, un SQL Server 2008 R2 SP1 ou éventuellement l'édition SQL Server 2012. Sachez que précisément l'édition 2012 vous est fournie dans les packages Wonderware qui sont associés bien sûr à l'utilisation de la base de données SQL Server. Pour ceux qui souhaiteraient bien évidemment travailler dans une version localisée, précisément une version française, on vous fournit sur simple demande l'équivalent de la version US. Donc voilà pour le premier changement au niveau du produit, support des environnements 64 bits côté SQL Server. L'autre point sur lequel on va s'arrêter, ce sont les éditions, tout au moins les nouvelles références d'Historian Server qui vont permettre dans certains cas de figure et dans les cas particuliers notamment où la volumétrie d'informations archivées est importante,
de satisfaire des besoins jusqu'à une valeur donc de 500 000 variables, comme vous pouvez le voir. On peut le rappeler au niveau du produit Historian Server. Il y a de multiples éditions justement pour répondre aussi bien à des petits projets, notamment au travers de l'édition Express, puisque cette édition dispose de deux références respectives qui sont de 100 variables et 500 variables. On peut rappeler également que cette édition a une utilisation exclusive sur des environnements de type Workstation Windows, c'est-à-dire XP Vista 7. Ajouté à cela, vous disposez de l'édition standard qui, elle, comme on peut le voir, va de 500 variables à 150 000 variables. Sa particularité, c'est une utilisation exclusive, à contrario, sur des environnements Windows de type serveur. Alors, côté édition standard, sachez également qu'il existe depuis peu une nouvelle référence intitulée donc Historian Server Standard Local. Elle n'a qu'une référence qui est dans la limite de 25 000 variables, dans le maximum de 25 000 variables. Elle a une restriction qui est le fait de ne pouvoir relire que les 7 derniers jours des fichiers d'historique, des données d'historique. Son coût, bien évidemment, est très intéressant, très attractif. Sachez que le coût de cette édition, donc Historian Server standard local, 25 000 variables, limité, comme on peut le rappeler, donc à la relecture des 7 derniers jours d'historique, est à moins de 2 800 €. Voilà, enfin pour terminer, vous disposez d'une autre édition du produit qui s'appelle Enterprise, avec des tailles un peu plus importantes, comme vous pouvez le voir, qui vont de 5 000 donc à 500 000 variables, avec ces nouvelles références intermédiaires de 100 000, 300 000 et 400 000. Donc voilà les nouveautés précisément en termes de licence, et notamment au niveau de l'édition Enterprise d'Historian Server. Là encore, simplement à titre d'information, vous allez découvrir au travers de ce slide le support des environnements Windows à la fois pour la partie serveur et pour la partie cliente d'Historian. Vous retrouvez également les prérequis, notamment le framework .NET de Microsoft, et vous retrouvez également les indications en regard des environnements de virtualisation supportés, à savoir Hyper-V et VMware. Voilà, toutes les informations, bien sûr, vous les retrouvez précisément sur le fichier README qui se trouve sur la racine du Celeron Orchestra System Platform 2012 R2. Alors, parmi les autres nouveautés du produit, on va s'arrêter sur celle-ci. Bien sûr, elle a plus de pertinence dans la partie cliente. Bien évidemment, on a beaucoup plus de postes clients sur lesquels on doit faire l'installation que la partie serveur. Sachez donc qu'au niveau de l'ensemble des produits qui sont rattachés donc à Orchestra System Platform, à savoir Application Server, Historian Server, Information Server et InTouch, pour ces différents produits, vous avez la capacité de faire des installations qu'on appelle dites silencieuses, donc qui vous permettent de vous affranchir d'être devant le poste et de répondre aux différentes questions posées. Donc dans ce contexte-là, vous allez tout simplement remplir un fichier dans un format XML en stipulant les différentes réponses telles que vous les auriez formulées dans un scénario tout à fait normal. Donc ça c'est intéressant, bien évidemment, à la fois lorsque vous avez un grand nombre de postes, notamment des postes clients à installer, mais c'est intéressant également dans le sens où, au travers de cette procédure, vous serez sûr de refaire une installation dans les mêmes conditions et avec les mêmes options que celles initialement faites peut-être par votre intégrateur. Donc là encore, que ce soit du côté de l'intégrateur ou du côté du client final, c'est un processus qui peut à la fois simplifier, réduire les temps et les coûts d'installation des produits, et qui permet de s'affranchir qu'on va refaire une installation dans une configuration absolument identique à ce qu'il était initialement prévu. Sachez également que vous avez un document, bien évidemment, qui va vous décrire toute la sémantique qu'on attend dans ce fichier XML. Cette sémantique, donc, vous la retrouvez dans le PDF du fichier qui s'appelle Orchestra System Platform Installation Guide, et vous avez un appendice spécialisé qui vous décrit donc ce processus d'installation dite silencieuse.
Alors, on va continuer. Les autres nouveautés associées au produit, ce sont là encore aujourd'hui, dans cette version, des augmentations, à nouveau, des performances, notamment dans l'acquisition des données en temps réel. Comme vous pouvez le voir, si on prend le cas d'acquisition continue, le produit est capable de supporter des charges d'acquisition de manière continue jusqu'à 100 000 données par seconde, avec une capacité de support d'une charge ponctuelle allant jusqu'à 150 000 données par seconde, bien évidemment en ayant le matériel, la configuration matérielle et logiciel adaptés à cette situation. Donc, continuellement, dans chacune des versions du produit Historian Server, Wonderware augmente, monte toujours un palier, monte d'un niveau en termes de performance au niveau du produit. On a évoqué un peu le cas tout à l'heure, puisqu'on a parlé des nouvelles références du produit, on va jusqu'à 500 000 variables. Et bien au niveau des performances, c'est également dans le même sens. Toujours des augmentations de performance, non pas pour l'acquisition continue en temps réel, mais pour l'acquisition manuelle, notamment basée sur l'utilisation de fichiers CSV qui contiendraient des données horodatées et rangées de manière chronologique dans ce fichier CSV. Là encore, on a des augmentations de performance très considérables par rapport à la version antérieure. Donc là encore, pour tous ceux qui récupéraient des informations, mais avec des volumes d'informations très importants en fin de journée ou autre, vous pourriez sans problème donner ces différents fichiers à votre serveur Historian et faire en sorte que ces données soient acquises le plus rapidement possible, et de la même manière elles seront compressées au même titre que celles que l'on peut acquérir d'une manière automatique via des solutions de communication, DAS serveur ou autre. Voilà. Maintenant on va s'arrêter précisément sur deux fonctionnalités quand même majeures au niveau du produit, qui sont la fonctionnalité de réplication et de redondance. Donc on va commencer par la fonction de réplication. Alors, petit rappel quand même, la fonction de réplication, elle n'est pas, soyons clairs, au niveau de cette fonctionnalité, elle n'est pas propre à la version 2012 R2, elle était précisément apparue dans la version 10 de Historian. Donc, en quoi consiste cette fonction de réplication? Cette fonction de réplication va permettre, comme vous pouvez le voir au travers de l'architecture présentée, elle va permettre à partir d'historians locaux de remonter tout ou partie des données brutes vers un autre historien qui va agir en tant que fédérateur, de système fédérateur, de concentrateur d'informations, et on pourra lui remonter également des données agrégées qui seront peut-être un calcul de valeur minimum, moyenne, max, écart type par rapport à une fréquence que vous avez bien sûr préconfigurée. Ce qui est intéressant, comme on peut le voir, c'est la flexibilité, c'est-à-dire que dans la partie basse, au niveau des historiens, vous pouvez mixer l'utilisation de différentes éditions du produit, c'est-à-dire qu'on peut faire référence pour les locaux à un historien local, un historien express, et on va pousser ces différentes informations donc vers l'historian serveur concentrateur qui lui, par contre, regardez bien sur le slide, il faut absolument que l'édition de cet historian serveur soit de type Enterprise. Voilà, l'autre appellation de cette fonctionnalité ou de cette architecture, c'est ce qu'on appelle l'architecture tiers 1, tiers 2 ou autre appellation multiniveau. Donc qui consiste tout simplement à partir de un ou de plusieurs historiens locaux, de pousser les données vers un ou plusieurs historiens fédérateurs. Ce que vous découvrez également, c'est que dans l'hypothèse où vous avez une rupture de communication entre les historiens locaux et l'historien fédérateur, vous avez un stockage totalement transparent et automatique des données localement. Sachez que les données, là encore, vont être compressées au même titre que les données qui sont acquises, que la limite des données stockées localement est simplement liée à la capacité de votre disque dur. Donc voilà pour le principe. Maintenant, on va regarder quels sont les modes de réplication que vous pouvez mettre en place, configurer. Eh bien, des modes de réplication, il y en a précisément trois. Le premier va concerner la remontée des données brutes. Cette remontée des données brutes va se faire de manière continue, c'est-à-dire, de façon à parler concrètement,
À chaque fois qu'une nouvelle valeur d'une variable va arriver au niveau d'un historien local, et que vous avez demandé à ce qu'elle soit répliquée vers un autre historien, fédérateur, eh bien elle va être remontée automatiquement. Donc vous avez un système pour la partie de réplication des données brutes, vous avez une mécanique de type événementiel entre l'historien local et l'historien fédérateur. À cela, vous pouvez ajouter deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire une réplication de données agrégées basée sur des variables analogiques. Donc là, tel que l'exemple que je formulais tout à l'heure, ce serait peut-être de faire un calcul d'une moyenne de température sur une plage de temps préconfigurée ou que vous allez totalement customiser, on va le voir dans la partie démonstration. De la même manière, donc ça se fait par rapport à c'est un processus de manière calendaire, vous choisissez une fréquence, 1 minute, 5 minutes, 1 heure, etc. Et de la même manière, vous allez pouvoir remonter à votre historien serveur des données agrégées, mais par rapport à l'identification d'informations binaires, de variables binaires. L'autre information qu'il est important de vous fournir, c'est que la configuration, que ce soit dans le cas d'une réplication de données brutes ou dans le cas d'une réplication de données agrégées analogiques binaires, toute la configuration elle est faite au niveau des historiens locaux. Vous n'avez rien, absolument rien à faire en termes de configuration sur votre historien fédérateur, si ce n'est que de vous y connecter un jour au travers d'un outil client de façon à exploiter les données que vous avez demandé d'y remonter. Alors on va découvrir là d'autres architectures qui mettent en place justement cette fonctionnalité qui est en tiers 2 multiniveau. On peut imaginer que vous soyez dans une entreprise qui comporte de multiples sites et que dans chacun des sites vous ayez un historien. On pourrait imaginer donc de remonter tout ou partie des données de chaque historien de chacun des sites et de remonter ça vers un système historien fédérateur au niveau corporel. Autre exemple d'architecture, et là encore je l'indiquais tout à l'heure dans l'évocation justement de cette fonctionnalité, lorsque vous allez faire la configuration au niveau d'un historien local, vous allez pouvoir définir plusieurs historiens tiers 2, plusieurs historiens fédérateurs. Donc dans le cas présent, on a choisi pour des questions de disponibilité d'informations en regard des personnels corporate, on a choisi délibérément de mettre en place deux systèmes fédérateurs pour que éventuellement, si malheureusement dans une hypothèse d'arrêt de l'un d'entre eux, on veut bien évidemment permettre à tous ces utilisateurs de continuer de travailler, d'exploiter les données sur ces différents éléments. Voilà, donc vous voyez qu'il existe de multiples scénarios de mise en place de cette fonctionnalité, donc on peut l'imaginer au travers d'un ensemble d'ateliers, on peut l'imaginer au travers de plusieurs sites, etc. Voilà, on va passer dans une partie démonstration. Alors, toute la partie démonstration de ce WebEx, ça va être plus une orientation, de configuration, puisque physiquement, je n'ai pas 3 ou 4 machines, etc. Donc en fait, toutes les configurations de fonctionnalités, je vais vous les montrer au travers d'une et une seule machine, mais je vais m'attacher surtout donc à vous montrer cette partie de configuration et à vous montrer donc précisément à quel endroit ça se fait, mais surtout à mettre l'accent sur le fait que la configuration est extrêmement réduite par rapport aux bénéfices que vous allez obtenir de la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Bien, voilà, je vous propose de commencer par cette configuration de la fonctionnalité de réplication. Donc, premier travail, c'est d'identifier son serveur historien tiers 2, enfin son ou ses serveurs historiens tiers 2. Allez, peu importe. Voilà, je lui donne un nom, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, on définit également de manière implicite l'identité du répertoire dans lequel seront stockées localement les données si on perd la liaison avec le système fédérateur.
Et on peut définir la taille qu'on réserve justement à cette zone de stockage temporaire. Alors, dans la partie suivante, il y a des éléments de configuration très importants qui vont tout simplement vous permettre de mettre en place un système de préfixage dans l'éventualité où vous auriez des noms de variables identiques à partir de vos historiens locaux. Cette fonctionnalité, elle est un petit peu pour ceux qui connaissent le produit historien déjà couplé à l'utilisation d'une application de touch. On a en fait la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'appliquer un préfixe sur les différentes informations d'un historien local, donc de façon à le distinguer, à distinguer ces variables d'un autre historien qui manifestement aurait la même sémantique en termes de variables. Voilà, donc n'oubliez pas là encore cette flexibilité au niveau du produit de façon à gérer de multiples projets historiens locaux qui auraient des noms de variables identiques. Les autres éléments de configuration sur lesquels on peut s'arrêter, comme vous pouvez le voir au travers du slide actuellement, là encore, ce sont des paramètres intéressants qui vont permettre tout simplement de contrôler la remontée des informations suite à une coupure entre l'historien locaux et le système fédérateur. Imaginez une rupture pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On peut imaginer que le volume d'informations soit relativement important, stocké localement. Eh bien, on pourrait imaginer de faire en sorte de remonter d'une manière très souple et très étalée l'ensemble de ces informations. Donc, vous avez à votre disposition de multiples paramètres qui vont permettre de remonter toutes les informations sans provoquer une surcharge au niveau du réseau et peut-être impacter le fonctionnement, l'exécution d'un certain nombre d'applications métiers ou autres, etc. Voilà, vous pouvez, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, au travers d'une option, définir la bande morte que vous souhaitez réserver justement à cette activité de remontée d'informations de l'historien de tiers 1 vers l'historien de tiers 2. Bien, une fois que vous avez donc identifié votre historien tiers 2, vous allez par exemple demander à ce qu'il remonte des données brutes vers l'historien fédérateur. Donc c'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Voilà, encore de manière classique, on vient sélectionner son jeu de variables. Regardez bien également dans l'interface, en fait, les variables qui apparaîtront au niveau de l'historien tiers 2 seront préfixées de l'information node 1, ce qui vous permettra, vous, de savoir de quel historien ces informations sont issues. Voilà, donc pour la configuration de la réplication des données brutes, c'est pas plus compliqué et pas plus coûteux en temps que ça. On a mis une dizaine de secondes pour configurer ça. Les autres fonctionnalités que vous pouvez mettre en place, c'est bien évidemment de mettre en place des calculs d'agrégation par rapport à des périodes de temps prédéfinies. Donc vous avez par défaut des périodes de temps prédéfinies. On peut bien sûr créer des périodes de temps totalement customisées, de façon à répondre à des besoins bien précis, etc. Dans le contexte de la démonstration, je vais prendre une durée quand même relativement réduite de façon à avoir un certain nombre d'informations dans le temps qui nous était imparti. Donc je vais prendre une période d'1 minute, et dans cette période d'1 minute, je vais ajouter voilà, dans cette période d'1 minute, je vais demander à ce que des calculs, parce que ce n'est pas qu'un calcul, c'est de manière implicite sur mes variables température et niveau, je vais avoir une information de minimum dans la période du cycle, une information de maximum, une information de moyenne, d'écart type, le nombre de valeurs dans le cycle, etc.
De la même manière, vous pouvez demander à obtenir des calculs de données agrégées sur des informations binaires. Donc le processus est relativement similaire. Voilà, une fois que vous avez donc effectué l'une de ces trois configurations, ou les trois, donc la configuration de la réplication de données brutes ou les données agrégées analogiques ou la réplication de données agrégées binaires, une fois que vous avez fait cela, vous avez simplement à valider cette configuration de façon à la prendre en compte. Donc pour ça, vous faites un clic droit et vous activez la commande Commit Pending Change. À partir de là, vous avez des informations, vous allez avoir des informations qui seront à votre disposition sur l'historian tier 2. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, moi je ne suis pas connecté à un autre historian, mais on va le faire d'une manière différente et ça va me permettre, là encore, d'apporter un complément d'information. Les fonctions de réplication, en fait, vous pouvez les mettre en place de deux façons. Entre un historian server tier 1, tier 2, tel que je viens de vous le montrer, mais rien ne vous empêche également de mettre en place des calculs d'agrégation de manière locale. C'est ce qu'on peut faire. Voilà, dans cette section ici intitulée Local Réplication, eh bien, ça me permet, au niveau d'un historian serveur tier 1 ou tier 2, volontairement de venir définir des calculs d'agrégation basés sur des informations analogiques ou binaires. Donc, je vais refaire un petit peu le même scénario que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc normalement dans une minute, tout au moins dans une première minute, je vais avoir à ma disposition au niveau de mon historian tier 1 local des informations d'agrégation donc par rapport aux différentes variables que j'ai pu sélectionner. Alors, bien évidemment, la question qui se pose, légitime qui se pose, c'est quel outil je dispose pour aller exploiter ces informations. Eh bien, l'outil le plus adapté que vous ayez au travers de la solution Historian Client, c'est bien sûr l'application. Voilà, l'application la plus adaptée pour exploiter ces différentes informations, c'est bien sûr l'application Query, au travers de laquelle je vais sélectionner donc une rubrique adéquate, Analog Summary Value. Ici, dans la partie basse, je vais prendre Analog Summary. Regardez bien, là, je retrouve bien l'identité de mes trois variables et au travers de la sémantique de la variable qui a été générée automatiquement, on m'indique que j'ai un calcul en fait qui s'opère toutes les minutes, 1M toutes les minutes. À partir de là, voilà, je vais vous afficher un peu plus d'informations. On va afficher la date de début, la date de fin. Là encore, regardez bien les deux colonnes ici, date de début, date de fin. Je vais bien de 4h29 à 4h30. N'oubliez pas que tout à l'heure, on avait demandé un cycle toutes les minutes. Et bien, toutes les minutes, j'ai un calcul, j'ai connaissance de la valeur maximum, de la moyenne, de l'écart type, de l'intégrale, et je peux rajouter le nombre de valeurs. Donc, en l'espace d'une minute, pour la variable niveau du réacteur, j'ai 45 valeurs. Voilà, là encore, tout ça pour vous montrer que, déjà, n'oubliez pas que vous avez un outil très convivial, très simple, qui va vous permettre d'exploiter directement ces informations de données agrégées. N'oubliez pas, enfin, pour terminer, que toutes les données qu'on extrait à travers cet outil Query et que l'on présente sous un format tabulaire peuvent être exportées dans un fichier CSV à des fins encore de réexploitation, de fusion avec des systèmes tiers, etc. Voilà pour la partie réplication. Là encore, l'idée c'était de, bien évidemment, de vous présenter
cette fonctionnalité, de regarder comment s'effectuer la configuration. De la même manière, donc, on va passer à la deuxième partie qui va consister à vous présenter donc cette fonction de redondance apparue, elle, au travers d'Historian Server 2012 R2. Donc, on va parler de la redondance des données. Alors, un point également important à souligner, à ce jour, cette fonction de redondance n'est utilisable qu'au travers d'un projet Orchestra System Platform, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'architecture présentée. On a dans la partie basse un serveur applicatif sur lequel est hébergé un certain nombre d'objets au travers du produit Application Server. L'idée est que ce serveur applicatif puisse pousser ces données respectives non pas vers un seul historien, mais vers deux historiens qu'on a sciemment identifiés. L'objectif étant également vis-à-vis des clients, c'est que les postes clients soient totalement transparents de l'état de chacun d'eux et bien évidemment on attend à ce que chacun de ces outils clients soit automatiquement basculé d'un serveur vers un autre en fonction de leur état de disponibilité. Eh bien c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors, là encore, vous allez voir, ce qui est intéressant dans cette fonction de redondance, c'est la simplicité de mise en œuvre, de configuration, et j'ajoute également sa pertinence dans le sens où la fonction de redondance peut être très facilement rajoutée à un projet Orchestra System Platform 2012 R2 qui est déjà opérationnel. Tout à l'heure, lorsque j'irai dans la partie produit, dans la partie pour vous montrer la configuration, je vais vous montrer qu'en fait, sur un projet qui est déjà existant, sur lequel vous souhaitez rajouter la fonction de redondance, ça n'a aucun impact. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas à redéployer tout votre projet Orchestra. Vous aurez simplement à redéployer le moteur d'objet au travers duquel vous avez initialement identifié votre serveur historien. Mais là encore, je reviendrai en détail sur ces aspects-là, mais là encore, ne négligez pas cette information, notamment pour ceux qui seraient déjà dans la version R2 et qui seraient très intéressés par l'ajout de cette fonctionnalité de redondance. Voilà, donc ce slide-là, c'était simplement pour présenter la situation, les différents composants nécessaires. On va parler maintenant de la configuration. Côté configuration, et on va s'arrêter sur la partie purement Application Server, vous savez tous que au niveau d'un projet Application Server, on vient identifier l'identité d'un serveur historian précisément au niveau de ce qu'on appelle les App Engine. Ce sont des moteurs qui prennent en charge l'exécution des objets. Donc au niveau de cet objet-là, vous venez simplement identifier le nom ou l'adresse IP d'un serveur historian. Eh bien la configuration que vous faisiez dans les années antérieures, elle reste la même dans le cas où vous allez mettre en œuvre la redondance. Ce qui est intéressant, c'est que Horaire a développé cette fonctionnalité qui rend en fait Application Server totalement transparent de la fonction de redondance. Côté Application Server, vous n'avez rien de plus ni rien de moins à faire que ce que vous faisiez avant. Je le répète, c'est tout simplement d'identifier au niveau des App Engine l'identité d'un serveur historien primaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans la configuration de l'historian primaire? Eh bien dans la configuration de l'historian primaire, précisément au travers d'un paramètre système qui s'appelle historian partenaire, comme son nom l'indique, vous allez venir indiquer le nom d'un partenaire historian, précisément, ce sera l'identité d'un serveur historian redondant. Donc cette configuration-là, vous allez la faire sur l'historian primaire, mais on va la faire sur le serveur historian redondant, de façon à ce que si un jour le redondant tombe, on soit également basculé automatiquement, on soit rebasculé vers le primaire. Donc, si on résume les choses, la mise en œuvre de la redondance au niveau d'un projet Orchestra, c'est simplement 2 clics souris, un sur chacun de vos historiens.
au travers donc de la modification d'un paramètre système qui s'appelle historian partenaire. Alors regardons en détail comment ça fonctionne. Lorsque vous allez déployer votre projet Application Server, votre App Engine va tout simplement aller interroger le serveur historian initial que vous lui avez assigné et va regarder dans le paramètre système historian partenaire s'il y a un partenaire sciemment identifié. S'il y a un partenaire d'identifié, eh bien l'App Engine enverra simultanément les données acquises vers l'historian primaire et l'historian secondaire. Par défaut, vos différents outils clients seront connectés sur l'historian primaire. Ils seront automatiquement basculés vers l'historian secondaire s'il y a un échec du précédent. Alors l'autre information également qu'il est bon de savoir, c'est que cette fonctionnalité de basculement automatique au niveau des outils clients, elle n'est pas simplement vraie que pour l'outil Trend, que pour l'application de bureau Trend. Elle est vraie également pour les composants que l'on peut intégrer, notamment le composant Trend fourni sous forme d'un contrôle ActiveX ou d'un contrôle .NET. Donc imaginez que vous ayez embarqué dans votre application de supervision l'ActiveX ou le contrôle .NET Trend, eh bien vos utilisateurs d'application InTouch auront toujours une visibilité sur les données puisqu'ils seront automatiquement basculés vers le serveur historian opérationnel. De la même manière, si vous étiez en train de travailler sur l'outil de reporting qu'on appelle Workbook, qui est un add-on qui est plugué automatiquement dans votre tableur Excel, s'il y avait un échec du serveur primaire, votre macro Workbook, votre rapport Workbook, il est automatiquement basculé vers le deuxième et vous avez simplement un refresh à faire pour récupérer les données. De la même manière, si vous exploitiez les données d'historian depuis le portail Web Information Server, eh bien vous seriez basculé automatiquement de l'un vers l'autre en fonction de leur disponibilité. Alors en cas de rupture, qu'est-ce qui se passe? En cas de rupture, il y a tout simplement un stockage qui se fait dans deux containers bien distincts, de façon à pouvoir réalimenter. Là encore, bien évidemment, ça dépend de l'endroit où s'effectue la coupure. Si la coupure elle est à l'endroit le plus bas, comme symbolisé dans la démonstration, bien sûr, on stocke les informations de façon à réalimenter plus tard le serveur primaire et le serveur secondaire. S'il y a une coupure au niveau du primaire, on stocke localement que les données pour le primaire, etc. Donc, ce qui est intéressant dans cette situation et précisément dans l'utilisation de cette fonction de redondance avec Application Server, indépendamment de l'état de vos serveurs historiens, s'il y en a un qui est en échec, si l'un ou l'autre est en échec, ou si les deux sont en échec, lorsqu'ils redeviendront opérationnels, vous êtes sûr que chacun des serveurs historiens se retrouvera avec le même jeu de données puisqu'on a un stockage local des informations comme on l'a évoqué à l'instant. Alors, une information intéressante également peut se poser là encore très légitimement la question, combien coûte la mise en place d'une redondance? Eh bien la mise en place d'une redondance sur un serveur, c'est 50% du prix de la licence d'un serveur, de la licence initiale d'un serveur historien. Voilà, de manière similaire à ce qu'on a pu faire tout à l'heure, je vais simplement vous emmener dans cet environnement virtualisé de façon à ce que l'on découvre cette partie configuration et la simplicité avec laquelle vous pouvez mettre en place donc une redondance d'archivage. Bien, là encore, un petit rappel si nécessaire. Donc, la configuration de l'archivage au niveau d'un projet Application Server se définit au niveau de l'App Engine. Comme je l'indiquais tout à l'heure, au niveau de l'App Engine, on ne change rien par rapport à ce qu'on faisait avant. On ne rajoute rien. On vient définir simplement l'identité d'un et d'un seul serveur historien. C'est tout ce qu'il y a à faire.
À titre d'information, vous disposez d'attributs bien sûr complémentaires en regard de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, au niveau de votre App Engine, vous disposez d'un certain nombre de propriétés additionnelles. Un, qui vont permettre de connaître l'état de connexion avec votre serveur historien, de connaître l'identité du serveur historien défini en tant que système primaire, et de connaître également l'identité du système partenaire. Voilà, donc le seul et unique point de configuration que vous ayez à faire, et là encore je me permets de le souligner à nouveau, c'est au niveau de chacun des serveurs historiens. Donc dans la partie paramètres système, au niveau de historien partenaire, vous définissez le nom du partenaire et ça vous le faites des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous activez, pardon. Bon là j'ai pas fait de changement donc j'ai pas accès à la commande commit pending change, mais si vous aviez fait un changement, vous auriez accès à cette commande de façon à valider votre demande d'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc une fois que vous avez fait ça des deux côtés, donc je me permets maintenant de revenir dans Application Server. Imaginez-vous sur un projet Application Server déjà existant sur lequel vous souhaitez greffer cette fonctionnalité. Donc vous allez dans chacun des historiens faire ce qu'on a évoqué. Et vous allez tout simplement, au niveau de l'App Engine ici, en aucun cas vous avez besoin de redéployer le projet. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de votre projet Application Server? Vous sélectionnez l'objet App Engine, vous désactivez la commande de déploiement en cascade, de façon à ne redéployer que le moteur d'objet, de façon à ce que ce dernier se reconnecte à Historian, découvre que vous avez défini un partenaire, et à partir de là, il enverra les données vers les deux systèmes. Donc là encore, voilà, tout ça, c'est pour vous montrer avec quelle simplicité et en quelques clics souris, vous avez la capacité de mettre en œuvre des fonctionnalités très, très pertinentes, qui permettront donc à vos utilisateurs de bénéficier en permanence d'un accès aux données. Donc voilà pour ces deux principales fonctionnalités qui sont donc la réplication et la redondance. Je me permets de redire à nouveau que la réplication elle existait dans la version antérieure, précisément depuis la version 10 du produit. A contrario, la fonction de redondance n'existe que depuis la version 11 du produit, appelée commercialement 2012 R2. Voilà, je vous invite maintenant à ce que l'on revienne vers une partie de questions-réponses. Là encore, de manière classique, vous allez recevoir demain ou au plus tard lundi un fichier PDF de type FAQ avec un certain nombre de questions déjà initialement formulées et puis toutes celles pour lesquelles on aura pu répondre aujourd'hui. Vous aurez également, conjointement à ce document FAQ, deux autres documents, et chacun d'eux présente précisément les deux fonctionnalités sur lesquelles on s'est volontairement arrêté aujourd'hui, qui sont les fonctions de réplication et la fonction de redondance, avec un certain nombre de shoots écran et puis de points spécifiques et particuliers tels qu'on a pu l'évoquer. Donc, au travers de ces trois documents, vous aurez, je pense, une bonne synthèse de ces nouveautés produits. Alors, je suis en train de regarder les différentes questions. Alors, première question,
Est-il possible d'avoir cette fonctionnalité de redondance si on utilise Historian en dehors d'une application Orchestra? Donc là, on va redonner la réponse telle qu'on a pu la formuler tout à l'heure. À ce jour, la fonctionnalité de redondance d'Historian n'est applicable uniquement et exclusivement avec un projet de type Orchestra CM Platform, donc qui met en œuvre derrière le produit Application Server. Autre question, y a-t-il une amélioration, une optimisation de l'espace disque utilisé pour le stockage des données avec cette nouvelle version? Alors, on peut rappeler les différentes options qui permettent d'optimiser le stockage des informations au travers d'Historian Server. Bon, sachez, là encore on peut le rappeler, une des particularités d'Historian Server, c'est de compresser avec un taux de compression très élevé l'ensemble des informations qu'il aura initialement collectées. Sachez qu'à cela, rien ne vous empêche également d'appliquer des stratégies d'historisation qui vont là encore réduire et optimiser l'espace disque. À savoir, sur les informations de type analogique, rien ne vous empêche de définir une bande morte de valeur et une bande morte de temps et de cumuler éventuellement l'usage des deux. Autre possibilité qui permettrait de réduire le volume d'occupation sur le disque, ce serait de choisir une stratégie d'historisation qu'on appelle le mode Swinging Door, dont la caractéristique principale est de ne prendre des points que dans les parties les plus pertinentes d'une courbe. Donc à contrario, sur les parties d'une courbe où il n'y a pas de changement de valeur, etc., où c'est le calme plat, on ne prend pas de stockage, puisqu'en fait le système de type Swinging Door fonctionne selon un principe de déviation d'un certain pourcentage par rapport à une pente. Donc on ne prend des points, comme je vous l'indiquais, que dans les parties les plus caractéristiques. Imaginez une courbe qui décroche et c'est justement dans la partie de décrochement qu'on va commencer à prendre des points. C'est très bien d'avoir posé cette question-là, puisque je me permettrai dans le FAQ d'y répondre largement et de réévoquer donc ces points. Par rapport à ce point-là également, je vous redonnerai les formules de compression, le taux de compression qu'on a au travers du produit Historian Server. Je vous redonnerai également, c'est une question, je vous enverrai également un fichier Excel au travers duquel vous allez pouvoir faire une estimation de la taille du disque utilisé pour un projet Historian en fonction du nombre de variables analogiques et binaires et en fonction du mode d'archivage de chacune d'elles. Donc ça c'est un fichier Excel, un calculateur qui peut être très pertinent pour vous de façon à faire une estimation de la taille du disque par rapport à la période de conservation des informations que vous imaginez dans vos usines respectives pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Alors, puisque la question actuelle posée faisait référence à une partie optimisation, performance, etc., comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Historian Server 2012 R2 est supporté certes sur un environnement Windows 64 bits, mais supporte également la partie SQL Server 64 bits. Sachez que dans cette édition-là, WandHorror a réécrit le module d'archivage de façon donc à bénéficier pleinement de l'environnement 64 bits. Donc là encore, de façon à ce que les choses soient claires, il n'y a pas eu une réécriture à 100% du logiciel. Très honnêtement, il faudrait au moins 10 annéums, peut-être 30 annéums pour tout réécrire, etc. Donc c'était pas possible. Donc WandHorror s'est focalisé sur les parties donc les plus importantes, qui sont le stockage et la compression des informations, qui sont l'acquisition, la compression et le stockage. Donc sur ces points-là, WandHorror a redéveloppé les services associés de façon à bénéficier des performances que l'on a au travers d'un environnement 64 bits. Ça a été fait conjointement, bien sûr, à l'apparition des nouvelles licences que l'on évoquait tout à l'heure, qui vont jusqu'à 500 000 variables. Alors, parmi les autres questions également,
la suivante. Existe-t-il une technote qui évoque l'utilisation de la configuration de la réplication? Oui. Donc là encore, dans le FAQ, c'est déjà prévu. Je vous avais donné le numéro de la technote qui fait référence à la configuration de la réplication. Alors, une question très intéressante également. Est-ce que les variables agrégées sont comptabilisées dans la licence d'Historial? Oui. Effectivement, lorsque vous allez sélectionner des variables en vue de calcul d'agrégation, elles vont être comptabilisées dans le compteur de votre licence, de la licence de votre serveur Historial. Alors, est-ce qu'il y a Alors, une question également qui concerne les variables agrégées ou les calculs d'agrégation. Peuvent-ils être créés dynamiquement? Peuvent-ils être créés par script? D'accord. Question très intéressante. Je reviendrai dessus au travers du FAQ, comme ça à chaud pour vous répondre. Je pense qu'au travers d'une requête, au travers d'une requête SQL, bien évidemment, lorsque vous venez faire la configuration comme on a pu le faire et le découvrir tout à l'heure, derrière, ce n'est plus ni moins qu'un remplissage dans des tables spécialisées, etc. On peut imaginer qu'au travers d'une requête sciemment écrite et testée, on puisse venir enrichir donc la configuration des calculs d'agrégation, etc. Donc là, je ne vous donne pas une réponse affirmative, mais à mon avis, c'est une première piste. Je pense qu'au travers d'une requête que vous auriez sciemment élaborée et testée, on pourrait donc de manière dynamique venir enrichir la configuration. Sachez également que au travers d'une requête SQL, on est capable de faire l'équivalent de la fonction commit pending change, c'est-à-dire de dire voilà, je prends en compte les différentes modifications qui ont été apportées au niveau de mon système. Ok, très bien. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions, donc déjà, je vous remercie toutes et tous d'y avoir assisté. Je vous donne rendez-vous un prochain WebEx la semaine prochaine, de manière classique. Vous avez pu le découvrir, on effectue les WebEx toutes les semaines sur différents sujets, etc. Dernier point, pardon, je me permets de revenir sur, bien évidemment sur Historian Server, mais sur cette édition Historian Standard, précisément l'Historian Standard local. Donc n'oubliez pas cette édition-là, elle est très intéressante. Son coût est de 2800 €. Voilà, je vous remercie à nouveau toutes et tous. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.